Et voilà. Donc, c'était le générique de cette émission, c'est-à-dire que la volonté, on est prêt à gravir des montagnes. C'est le générique de cette émission, c'est-à-dire que, alors là, on a un super écho. Ah oui, c'est ce que je me disais. Ah ouais, ouais, ouais. Tu l'as encore? Donc, Edine, tu n'as toujours pas de casque. Non, mais je suis sur mon PC, là. Normalement, j'ai pas de Ouais. problème de renvoi. Hein. Bon, ce serait pas moi par hasard. Moi, j'ai pas de casque non plus. Hein. Non? J'espère que ça va pas créer de problème. C'est l'un Mon de micro n'est pas en face, mais Moi, j'ai mon casque. Bon, c'est un micro de gamer, il est pas. bah, Tu vois, écoutez, on va voir. Enfin, en tout cas, peut-être que vous pouvez couper votre micro si vous n'intervenez pas. Puis Ah on oui? verra. Non, mais on verra. Bon. Donc, avec nous, Edine et Rachel, peut-être d'autres après. En tout cas, comme je le fais à chaque fois, je vous présente un petit extrait de film. Et alors, pour une fois, je vais le commenter avant. C'est-à-dire que le film, c'est Unbroken ou Invincible. Donc, c'est l'histoire d'un prisonnier de guerre américain. C'est un athlète olympique qui est dans un camp de prisonniers japonais. Et le chef du camp le prend en grippe et lui donne des trucs à faire infaisables, ou presque. C'est-à-dire que là, par exemple, après une journée de travail, il lui demande de porter une grosse poutre et de la mettre au-dessus de sa tête, sinon la sentinelle va lui tirer dessus. Alors voilà, donc c'est le contexte de cet extrait. Allons. Et voilà. Comme quoi, avec la volonté, on peut faire plein de choses. Alors voilà, cette émission, donc, c'est sur la volonté. Et en fait, pourquoi on parle de la volonté? Ça fait un peu suite à l'émission précédente où on a parlé de l'intelligence créatrice. C'est-à-dire que l'intelligence créatrice, eh bien, il y a notre double qui nous envoie plein de bonnes idées, que ce soit pour changer notre vie ou que ce soit pour développer plein de nouveaux projets. Et après, eh ben, on a juste besoin de, de faire appel à notre volonté. Alors bon, je ne sais pas si je peux faire comme Bernard de Montréal qui sortait des grossièretés. Vous m'autorisez à sortir une grossièreté? Voilà, on va voir comment sortir les doigts du cul. Bon, donc moi, je verrais bien deux parties. Et c'est d'abord voir les freins qui nous empêchent d'exercer notre volonté, et puis après, ben, voir les aides pour justement d'exercer cette volonté et de plus en plus. Donc, est-ce que est-ce que vous voulez intervenir déjà dès à présent, hein, Edine, Rachel? Allez, je me lance un peu là. Ouais, on est là pour ça. Attendez, pardon, je fais un rappel que parmi les spectateurs, vous voulez venir nous rejoindre, le débat est ouvert. Vous cliquez sur le lien qui est dans la description du live et puis vous venez nous rejoindre hein, quand vous voulez dans le live, qui dure 1 heure. Voilà. Pardon, Edine, vas-y. Alors en fait, je vais rebondir sur ton introduction parce que je trouve que ça illustre ça très très bien. C'est-à-dire que ce prisonnier, c'est toute la pression, et on peut parler de pression de l'esprit quelque part. Il trouve une force pour soulever sa poutre, mais
dans nos vies, c'est souvent ça qui arrive. C'est quand on est face à un mur, là, enfin, ce qui nous paraît être un mur à un moment, on a une telle pression que on arrête de réfléchir, plus ou moins, on arrive à se recentrer suffisamment pour un moment dire bon, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. On sait ce qu'il en est, en fait. Ça peut être pour retrouver un boulot, comme ça m'est arrivé. Ça peut aussi être pour faire face à des agressions. Ça m'est arrivé aussi. Il faut trouver une présence. Et voilà, récemment, j'ai eu un petit souci médical. Et donc, je me suis retrouvé dans des circonstances avec des grosses vagues de souvenirs. Et il y avait de la panique, il y avait de la peur, il y avait toutes ces choses qui remontaient et qui sont du mémorial, qui est vraiment fixé dans le corps, là. Et ben, dans ce marasme-là, il y a un moment, j'ai dit ok, je regardais ça. J'ai pu, alors ça n'a pas été tout de suite, mais me remettre en observation, je n'avais pas le choix, là, j'étais face à quelque chose de pénible, pour pouvoir examiner à ce qui se passe dans le corps, on se détache un peu, ce qui se passe émotionnellement, on se détache un peu, ce qui se passe mentalement, on se détache encore. Il y a une dépolarisation progressive, mais la volonté, elle est là juste derrière pour maintenir la présence. Mais ça va avec une conscientisation pour moi. C'est la conscientisation, la conscience. Pour moi, ça vient toujours un peu avant, voire plusieurs jours avant, même peut-être des mois ou des années, parce que il y a besoin de savoir comment on fonctionne. On n'en sait fichtre rien comment on fonctionne au départ. Même encore maintenant, je ne sais pas grand-chose. Mais il y a quand même des moments où j'ai vu qu'il y avait des éclairages dans ma vie. Quand je remonte tout ça, oui, il y a une conscientisation, un élément qui apparaît plus clairement, et il y a une décision qui va suivre, une action, et va être de la volonté qui vient s'exprimer, plus ou moins maladroitement, plus ou moins troublé encore, mais petit à petit, eh ben, ça se simplifie. Mais il y a des gros chocs des fois, il faut des gros chocs émotionnels ou des moments où le mental est complètement en vrac, alors que vous n'avez jamais entendu parler du supramental, hein, pas forcément. Et vous êtes obligé de rester là dans vos bottes le plus que vous pouvez. Moi, j'ai trouvé des moments où j'ai cru que j'allais devenir complètement fou, ou alors là, bah, il y avait tous ces souvenirs émotionnels qui commencent à bouillonner. Se dire, oh, oh, on calme le jeu, là. Le médecin il me dit, vous êtes en hypertension. Je dis, ok. Je n'avais même pas réalisé ça. Puis ça a mis du temps à descendre, mais il n'y avait pas plus de panique. J'arrivais à même un moment je me suis mis à rire en fait. Ça s'est dégagé quelque chose. Je dis ouais, ça n'a pas d'importance. C'est encore, il vit des programmes. Bon, on va laisser faire son boulot. Et pour moi, la volonté, elle vient que quand on a des pressions comme ça. Enfin, pour moi, c'est pas quelque chose que je peux maîtriser ou contrôler. Ça traverse tout d'un coup, là, comme ça, là, toutes les couches. Mais ça vient pour moi, je vais le redire, mais parce qu'il y a un besoin de conscientisation et une conscience qui vient éclairer un point précis de la vie. Ok, donc là, c'est pas, là, tu ne nous as pas parlé des freins, là, tu nous as parlé des aides, c'est-à-dire qu'une aide à exercer sa volonté, eh ben, c'est la prise de conscience, c'est-à-dire que plus on élève notre conscience, eh bien, plus on va trouver notre volonté et on va l'exercer. Et au besoin, on peut recevoir des coups de pied au cul, quoi, c'est-à-dire des chocs dans notre vie, donc reliés à notre programmation, hein, des chocs dans notre vie pour nous pousser un peu et augmenter notre prise de conscience, hein, c'est ça. Ben, disons que les freins, je les ai un peu dit indirectement, parce que
L'agitation émotionnelle, l'agitation mentale, une douleur physique éventuellement, et puis le doute qui va se mettre derrière. Ça, c'est le frein le maximum, c'est le gros doute. On oublie qu'on est des humains, qu'on a une certaine grandeur. Moi, je parle pas d'être Big Mac, hein, mais on est grand quelque part, mais on ne le sait pas. Ok. Rachel, tu veux intervenir? Oui, oui, oui. C'est vrai que, ben, comme disait Edine, on ne se connaît pas très bien et on passe un grand. Enfin, moi, j'ai observé ça. J'ai passé un grand moment dans ma vie à vraiment pas me connaître. Et ça a pris ben, ces trucs de la programmation, les chocs à l'ego, qui ont provoqué des saturations. Et c'est un peu dans ces saturations parce qu'en fait, on navigue à vue tant qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, on navigue à vue. On fait des choix qui sont un petit peu non pertinents parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il adviendra après, etc. On n'a pas la clairvoyance. Donc, tant qu'on ne sait pas ce qu'on veut, tant qu'on ne se connaît pas soi-même, c'est plutôt les événements de la vie qui viennent nous révéler quelque part ben, ce qu'on ne veut pas. Et puis, ben, ce qu'on ne veut pas nous fait souffrir, et donc on arrive à des saturations. Moi, j'ai expérimenté des tonnes et des tonnes de saturation, ce que j'ai appelé la crypte du dragon parce que j'aime bien l'alchimie. Mais du coup, c'est vrai que ben, à chaque fois qu'on tombe dans ces saturations, ce qui se passe, c'est que, ben, comme tu disais, Edine, on observe, on traverse. Enfin, on peut faire le choix de résister, hein. Il y a plein de gens qui font le choix de résister. Moi, c'est vrai que dans les saturations, j'ai souvent fait le choix de traverser, de laisser faire, et puis de voir, bah, d'essayer d'observer bah, pour apprendre du ressenti du corps, apprendre du ressenti émotionnel, c'est-à-dire apprendre à connaître mon émotionnel en fait. Et puis après, ben, une fois que ben, en fait, moi j'appelle ça le fait de flotter au lieu de se débattre dans l'eau. Parce que face aux saturations de la vie, au choc à l'ego, on peut soit se débattre, lutter, être dans le déni, le refoulement et puis la lutte. Et donc, dans ces cas-là, dans l'eau, on coule, hein. À un moment donné, on s'épuise et puis on coule, hein. Et bon, souvent j'ai coulé, hein, ça m'est arrivé souvent de couler. Mais de plus en plus, j'apprends à flotter, c'est-à-dire à traverser et à observer ce qui se passe et puis à ajuster dans l'observation. Ajuster et puis attendre, bah, du coup, attendre que ça passe, parce que les mauvais moments, ça dure jamais, même si on a l'impression que ça en finira pas, ça finit toujours par passer. Donc c'est vrai que quand je vis des mauvais moments, bah, je me dis, je sais par expérience que ça va pas durer. Donc je laisse. Et puis j'en profite, je prends ça comme une occasion d'en apprendre davantage sur mon fonctionnement personnel. Et puis bah, ça m'en apprend aussi sur le fonctionnement de la nature humaine, quoi. Donc de façon générale. Et puis ben, dans cette observation-là, on obtient plein d'informations. On obtient aussi plein d'informations par la parole, hein. C'est un moyen d'obtenir des indicateurs qui peuvent nous servir aussi quand on vit des chocs à l'ego. Donc, bah, je sais pas, mais Bernard en parle quand même beaucoup. Il parle de la volonté, forcément, mais volonté, intelligence, amour, tout ça. Mais il parle énormément de la parole. Et la parole, pour ma part, ça a été un gros moyen d'obtenir des informations sur les mécanismes de l'esprit, sur les mécanismes de la psychologie, et puis aussi sur mes propres mécanismes, je dirais, singuliers. Donc, ben, avec toutes ces informations, ben, on n'est pas forcément focal sur tout ce truc théorique, mais ça aide quand même à traverser moins en inconscience. On est quand même un peu plus ben, à l'écoute et on sait que des choses peuvent être apprises, être intégrées dans ces moments-là aussi. C'est-à-dire des choses qu'on a apprises dans la théorie, par exemple, dans l'instruction supramentale ou dans d'autres trucs, dans les chocs à l'ego, dans ces saturations, on peut en profiter. Enfin, moi, je sais que j'avais ça en tête aussi quand il y avait des moments difficiles.
j'essayais non pas forcément de me rappeler en mémoriel les aspects de l'instruction, mais j'essayais d'avoir un ressenti, une présence à ça, de manière à ce que ça puisse être efficient à mon insu, quelque part, mais parce que j'ai été disposée. Et quelque part, la mémoire un petit peu fantôme, elle est utile parce que on s'y... comment dire? C'est assez compliqué parce qu'en fait, on sait que c'est là, dans le mémoriel, et on sait que du coup, ça va se mettre en... que le programme va s'exécuter, en fait. Et donc, on peut rentrer dans une espèce de confiance, dans un processus qui nous échappe un peu, parce que tout ça, comme c'est programmé, il y a plein de choses qui nous échappent, on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. Mais quand on a des théories sur les choses qu'on apprend, par exemple dans le supramental, qui c'est quand même assez théorique malgré tout, après, quand on les expérimente dans les chocs à l'ego, on peut vraiment en profiter pour avoir ça en filigrane, en ressenti, en présence, et se dire ça va agir. Il y a un programme qui s'exécute dans ce choc à l'ego, et là, ça s'appelle l'intégration, quoi. Et on la ressent, l'intégration. On ressent que, on appelle ça les leçons de la vie, mais quand on étudie le supramental, on sait que les leçons de la vie, c'est aussi de l'intégration, c'est de la transmutation des corps, etc., quoi. Donc, c'est super utile dans la programmation d'avoir des événements difficiles. Il y a plein de gens qui me disent oui, moi j'aimerais bien passer au travers, pourquoi est-ce que ça m'arrive, pourquoi encore, on n'en finit jamais. Oui, mais on aura des épreuves, entre guillemets, des défis, tant qu'on n'aura pas intégré suffisamment cette volonté. Et la volonté, elle est quand même composée de deux aspects, qui est la volonté qui est liée au programme de survie, donc tout ce qui participe à la logistique de la structure de vie. Et puis après, il y a un autre aspect qu'on connaît beaucoup moins, c'est l'aspect de la volonté réelle, qui est un aspect beaucoup plus ontologique et qu'on n'observe pas beaucoup parce qu'on n'a pas tellement l'occasion dans les programmes d'événementiel de la voir à l'œuvre, cette volonté réelle. Mais c'est quelque chose qu'on va de plus en plus conscientiser aussi au fur et à mesure qu'on aura intégré le renforcement des corps. Ok, mais ouais, donc là, comment dire, tu nous as parlé d'une sorte de lâcher prise dans les événements, dans les chocs de vie. Et donc, au fur et à mesure que on développe notre conscience, eh bien, je dirais, à ma façon, je dirais, on augmente, enfin, on a de plus en plus confiance dans la vie. C'est-à-dire qu'on sait que, tiens, tel événement est lié à notre programmation, on va dire c'est pour notre bien. Donc, on attend que ça se passe au mieux et on essaie de chercher les leçons qu'on a à en tirer, etc., quoi. Et donc, la confiance qu'on acquiert au fur et à mesure, elle fait diminuer le doute qu'on peut avoir justement sur les événements de la vie. Et ça, comment dire, l'ensemble fait que, eh bien, on devrait moins hésiter à exercer notre volonté. C'est-à-dire que si on a une idée, une nouvelle idée, euh, soit dans le programme de survie, comme tu disais, c'est-à-dire, je ne sais pas, on décide de changement dans notre hygiène de vie. Donc, ça fait, enfin, ça nous fait pas sortir du programme de survie, mais ça ça renforce la personnalité là qui est sur Terre, le corps et tous ces outils. Ça renforce l'outil qu'on va pouvoir qu'on va pouvoir utiliser pour nos projets. Hein, donc, à ça quoi. Et par contre, la volonté réelle, alors là, Rachel, ça c'est plus nébuleux pour moi. Est-ce que
pourrais, je sais pas, donner un exemple de ce que ça pourrait être, cette volonté réelle? Alors, la volonté réelle, on peut parfois la découvrir par le moyen de la parole ou par le moyen de la visualisation consciente, qui sont les deux des outils de ce que j'aime bien utiliser comme outil global qui s'appelle le vitriol. Je ne vais pas le détailler, mais le vitriol, c'est le fait d'observer, et cette observation est une rectification en soi, c'est-à-dire une transmutation. Et bon, ça a deux avantages, c'est que dans l'observation par exemple, que l'on fait lorsqu'on est dans une saturation, quand on est dans un moment difficile, eh ben, c'est l'occasion, des choses dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais c'est aussi l'occasion d'observer les mécanismes. Et quand on utilise la parole aussi, on peut quelque part, je disais autrefois, convoquer l'esprit et lui demander des comptes, c'est-à-dire taper du poing sur la table et lui dire bon, c'est quoi que tu me fais comme merde, quoi. Pourquoi ça se passe encore, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans, etc. Et puis, ben, par la parole, on peut avoir des réponses. On peut vraiment avoir de l'éclairage. Et déjà, là, commence à descendre, entre guillemets, parce que ça ne descend pas forcément, c'est une translation, ça va de haut en bas et de bas en haut. On peut commencer quand même à capter des informations qui sont pertinentes, utiles et qui sont opératives dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que c'est pas nébuleux ce qui se passe dans ces moments-là. Et c'est pas forcément uniquement dans les moments de saturation qu'on peut utiliser la parole, c'est aussi même quand ça va bien. Donc la parole ou la visualisation, donc sont deux outils alchimiques du vitriol, donc de la visite de l'intériorité. Et quand on fait je dirais cette gymnastique, quand on prend cette habitude de démarche intellectuelle, parce que d'abord c'est intellectuel, même si on observe le ressenti, il y a quand même besoin de faire un effort intellectuel pour soit pour visualiser, pour observer, ou soit pour parler. Parce que pour parler, enfin, parler, c'est quand même se sortir les doigts du cul. C'est-à-dire, c'est oser sortir un son de sa bouche. D'abord, on va faire de la jazette, on va dire des conneries, ou bien on va engueuler l'esprit, ou des choses comme ça. Mais après, il n'y a pas que ça, quoi. Il faut vraiment se dire que la parole, c'est quelque chose. Moi, autrefois, je disais, quand on prend la parole, prendre la parole, c'est l'apprendre. C'est-à-dire que la parole, elle va nous apprendre des choses. Et c'est vraiment révélateur. C'est vraiment une délivrance d'informations. C'est-à-dire qu'on est vraiment livré comme avec un plateau avec plein de choses dessus et on obtient vraiment des informations. Et parmi ces informations, il y a des informations sur la volonté réelle. Et la volonté réelle, on peut y accéder par des voyages, pas des voyages astro, même si on peut voyager sur les lois de l'esprit et les mécanismes du réel, on peut voyager comme sur des paysages. Et c'est un peu comme des plaques tectoniques, enfin, c'est pas linéaire, hein, on passe un peu du coq à l'âne, enfin bon, c'est très diffus, très flou, comme tu disais, Jean-Claude, au départ. Et puis petit à petit, toute cette multitude d'informations qu'on peut visualiser ou bien entendre par la parole, ça finit par se canaliser et puis par être un peu plus précis, un peu plus logique, avoir une linéarité qui inscrit une logique et qui nous permet de mieux comprendre les mécanismes de l'esprit, de la psychologie. Et puis, du coup, je peux témoigner, moi, de ce que j'ai pu vivre, c'est que les choses que j'ai pu observer dans la visualisation consciente ou dans la parole, eh bien, ça m'a appris tellement de choses sur les lois de l'esprit, donc sur les mécanismes de l'énergie, que j'ai fini par aboutir à comprendre par intériorité et par vécu, par intégration, ce que c'était que la volonté réelle.
Et la volonté réelle, en fait, c'est quelque chose de super ontologique et qui est très simple. La volonté réelle, elle a un fondement qui est une volonté d'harmonie. Et quand on se concentre sur une volonté d'harmonie, ça va déployer une capillarité de plein de pertinences qui vont participer à nous apporter des éléments de créativité dans la vie de tous les jours pour créer une vie meilleure qui nous correspond davantage au fur et à mesure que aussi on découvre ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Voilà. D'accord, mais il me semble que là, c'est ce que tu nous as décrit, c'est comment avoir de plus en plus de bonnes idées, enfin, d'idées que ce soit au début pour le programme de survie, bon, c'est peut-être plus de l'intellect, mais ensuite la volonté réelle, c'est des idées qui viennent de l'esprit et des idées très précises, etc. Mais ensuite, pour les mettre en place, pour les mettre en application, ces idées, c'est là où on a besoin de la volonté. Alors, donc, effectivement, c'est plus on a d'idées qui nous viennent et qui sont vraiment pertinentes et c'est à appliquer là tout de suite, même pour un but qui est éloigné dans le temps. euh, ben, plus on est poussé, mais après, il faut quand même y aller, quoi. Donc, la volonté, c'est qu'est-ce qui va nous aider à, à y aller, quoi, à l'appliquer, à appliquer les idées. Ben, c'est assez curieux parce que je vois pas ça comme ça et je le vis pas comme ça. C'est un petit peu soit je suis dedans, soit je suis pas dedans. D'ailleurs, les moments où ça, ça va venir, alors ça va me faire dire quelque chose tout seul dans mon coin, là, qui peut n'avoir aucun rapport avec ce qui vient de se passer. D'ailleurs, ça me monte la psychologie, ok, puis après, il y a quelque chose qui descend. Ça, je sais que c'est de la volonté. Mais après, je peux très bien voir ça s'en aller et puis je continue ma journée. Et j'ai pas de contrôle là-dessus, moi. Je vois, c'est vraiment, c'est peut-être plus un problème par rapport à un fond de doute qui est là. Euh, quelque part, ça dit, ouais, mais non, t'es qu'un avatar, tu subis tout ça. Ça, je sais que c'est pas, faut que j'arrive à observer ça de plus près, là. C'est c'est un peu gênant de pas, je me dis pourquoi je suis pas toujours dans ce courant qui m'amène ce que j'ai besoin au fur et à mesure, puisque il y a des moments où ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne pas à d'autres? Il y a un truc aussi, c'est que au fur et à mesure des saturations, et au fur et à mesure que dans ces saturations dans lesquelles on a un certain lâcher-prise qui n'est pas une attitude, mais une mécanique, on va intégrer, pas forcément consciemment, mais il y a des choses qui s'intègrent, donc qui vont participer à une connaissance de plus en plus fine de soi-même, et aussi en parallèle des mécanismes de l'esprit, accessoirement, même si c'est important. Et puis, ben, on va aller dans une augmentation de l'autorité. De notre autorité. Hein. De notre autorité, ouais. Ouais. Ben, c'est aussi rentrer dans son identité, parce que plus on se connaît soi et plus on connaît les lois de l'esprit, plus on va rentrer dans une identité avec l'esprit. Dans ce qu'on appelle métaphysiquement et spirituellement la fusion. Mais la fusion, en fait, dans une première étape psychologique avant d'être physiologique, c'est quand même une identité avec l'esprit qui est progressive et qui va en augmentant. Et plus ça va en augmentant, cette identité avec l'esprit, et plus on va rentrer dans cette autorité. Et cette autorité va déclencher la volonté réelle dans des contextes subjectifs, donc du type programme de survie,
on pourra déployer une volonté réelle qui est celle de l'identité avec l'esprit. Ok, parce que justement, là, ouais, il y a 2 points là, dans ce que tu as dit, Rachel, que je relève, c'est l'autorité. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les freins à l'expression de notre volonté, eh bien, il y a les autres autorités. C'est-à-dire que depuis notre naissance, on est soumis à un certain nombre d'autorités extérieures. Alors, bon, au début, c'est les parents. Ensuite, c'est notre environnement proche, les frères et sœurs, la famille, les gens, les collègues, enfin, à l'école, les collègues, au travail, la société au sens large. Et toutes ces autorités ben, nous conditionnent conditionne l'idée qu'on se fait de la vie, l'idée qu'on se fait de ce qu'on peut faire et ne pas faire. Et, et effectivement, comme tu le disais, Rachel, c'est si l'on développe notre autorité, eh bien, c'est aux dépens des autorités extérieures. Et ce qui fait qu'après, on devient de plus en plus autonome et on ne va pas se poser 36 000 questions avant de poser un acte, puisque c'est notre autorité intérieure qui dit, voilà, j'ai besoin, enfin, je vais faire ça. Je vais poser tel acte. Okay. Donc voilà, il y a le point de l'autorité que j'ai relevé. Et puis il y a le deuxième point, c'est alors bon, les lois de l'esprit. Alors, moi, ce que je vois là-dedans, c'est que il me semble que ce que tu décris, Rachel, c'est que on a un lien de plus en plus fort avec l'esprit. C'est-à-dire que là, quand tu dis, tiens, soit par la parole ou la visualisation consciente, eh bien, on a. Ouais, c'est l'intelligence de l'esprit qui est extérieure à nous, sur laquelle on se branche. Et que, alors, la fusion, la fusion, c'est un mot pour dire, bah, tiens, quand on aura pratiqué plusieurs années du supramental, on va au bout du bout, là-bas au loin, il y a la fusion. Bon. C'est-à-dire, on ne fera plus qu'un avec notre double. Bon. Mais en attendant, c'est-à-dire qu'on part de là où on est, et puis bah, petit à petit, on établit cette liaison avec notre double. C'est-à-dire que petit à petit, ben, notre ego, on va dire la force de notre ego diminue et la force du double, elle augmente. C'est-à-dire que la mixture ego-double, ben, quand on enlève de l'ego et on met plus de double, eh ben, on a plus de volonté, il me semble. Ouais, tout à fait. Ce qui se passe en fait en sous-jacence, c'est qu'on est soumis à un programme initial, qui est le programme d'harmonie, et ensuite il y a des sous-programmes qui entraînent une entropie et qui vont générer tout ce qui concerne le programme de survie. Et dans le programme de survie, il y a tout ce qui est en rapport avec l'ego, donc la validation de l'ego pour pouvoir s'insérer dans une société qui va le protéger et lui permettre une évolution qui ensuite, dans une deuxième phase de l'individuation, parce que ça c'est la première phase, dans une deuxième phase de l'individuation, on peut rentrer dans une dialectique avec l'esprit pour progressivement ne faire qu'un avec l'esprit. Mais ça ne se fait pas tout seul. Et puis, de toute façon, quand on bascule pas d'un jour à l'autre, de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'on ne bascule pas des programmes de survie vers le programme d'harmonie. C'est-à-dire c'est des exécutions de programmes.
Le programme d'harmonie, de toute façon, s'exécute en amont de la manifestation. Ensuite, il y a les programmes de survie. Mais le programme d'harmonie, il a toujours l'intention de se manifester ensuite dans les égos. Donc, les égos, de toute façon, toutes les images du moi ne seront pas détruites. Et alors, j'aime pas trop utiliser le mot fusion parce que c'est quand même assez ésotérique et puis ça ne témoigne pas d'un fait scientifique et réel. Mais parce que le fait scientifique et réel de la fusion, c'est la supraconduction. Donc, ça veut dire un genre de disparition, de dissolution de la matière. Donc, est-ce que c'est ça qu'on veut? Je ne suis pas sûre. Voilà. Donc, Ça dépend du moment. ouais, pour le moment, je pense qu'on veut quand même un peu profiter de ce qu'on a à vivre sur Terre et puis du rapport à l'esprit. Est-ce que ça peut aussi engendrer dans la créativité et dans le bien-être qui en découle, quoi. Et donc, dans cette première phase d'individuation où on est, comme tu disais tout à l'heure, soumis à des dominations extérieures, on est en proie au phénomène du disque dur vierge, c'est-à-dire qu'on est ignorant. Et on arrive dans un monde où il y a des sachants autour de nous. Et forcément, les sachants, ils vont exercer une domination jusqu'à ce qu'on progresse dans une conscientisation de la connaissance qui va nous amener d'un non savoir ce que l'on veut vers un savoir ce que l'on veut, du fait du programme des chocs à l'ego et tout ça, enfin des programmes de chocs à l'ego. Et une fois qu'on a fait une récolte de données réflexives suffisantes dans les saturations, on acquiert de plus en plus une vision de plus en plus claire de ce qu'on veut par rapport en opposition avec ce qu'on ne veut pas. Et puis à partir de là, si on utilise la visualisation consciente et la parole, on obtient des informations aussi qui nous permettent de passer plus consciemment dans la seconde phase du processus d'individuation. Ce qu'il faut savoir, c'est que le processus d'individuation, qu'on le conscientise ou pas, il se passe, il se déroule. Et le fait de le conscientiser va amoindrir les souffrances qui sont inhérentes à ce processus. Et permettent donc de ne pas lutter quand il y a les chocs à l'ego et de se laisser traverser dans le défi, quoi. Et donc, quand on arrive à conscientiser ça, parce qu'on a obtenu par divers moyens des informations, qu'elles soient de l'instruction supramentale ou autre, hein, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a des tas d'autres sources d'informations sur le processus d'individuation, même s'il porte d'autres noms, que ce soit dans les traditions ou dans les psychologies diverses et variées. On a des tas de moyens de savoir ce qui se passe et de conscientiser. Et donc, quand on conscientise, on passe à cette deuxième phase qui va être une diminution des besoins de validation de l'image du moi. Et dans cette diminution des besoins de validation, on va paradoxalement affirmer un peu plus son autorité parce qu'on aura acquis cette connaissance de ce qu'on ne veut pas et donc de ce qu'on veut. Et les dominations extérieures, elles vont... on ne va pas tellement, en fait, dans le triangle de Karpman, causer du tort quand on affirme son autorité, parce que, en fait, c'est assez mécanique, le triangle de Karpman, c'est-à-dire que quand on a une attitude de victime, on va toujours trouver son bourreau. Il va se présenter, quoi. Mais par contre, quand on est dans son autorité, dans son identité, on n'est plus une victime, c'est fini. On est dans le centre du triangle, en fait. On n'est ni victime, ni bourreau, ni sauveur, on passe au centre. Et donc, quand on est dans son centre, on ne donne aucune prise à des bourreaux ou à des sauveurs. Donc, on ne leur fait pas de tort, on ne leur crée pas un manque, parce qu'ils ne vont même pas avoir idée de nous faire chier, quoi, en fait. Donc, ça se régule. Ils peuvent essayer, mais ils voient que ça ne marche pas. Donc ils cherchent un autre, alors pas une autre victime, mais ils cherchent un autre partenaire sur lequel exercer leur technique. Ouais, tout à fait. Et après, dans le relationnel ou dans l'événementiel, parce qu'on a toujours un rapport à la relation ou à l'événement, parce que l'événement aussi peut être un bourreau, comme dans la relation, on peut trouver des bourreaux. Quand on est dans son centre, et on y est de plus en plus au fur et à mesure des saturations et des intégrations qui en découlent. Alors, on entend des intégrations, mais c'est qu'il y a aussi dans l'intégration, il y a de la désintégration. Il y a de la désintégration des formes qui deviennent inutiles
Et ça aussi, c'est un aspect qui est important dans la parole ou la visualisation. On peut vraiment faire de la neutralisation des formes inutiles. Alors, non pas qu'on les… Alors, neutraliser, ça ne veut pas dire détruire. Ça veut dire rendre neutre. C'est-à-dire que on fait que des formes n'ont plus de pouvoir sur nous. On va donc plus y mettre de la valeur. J'aime bien, il y a un audio de Daniel Kem que j'aime bien, c'est les valeurs sans valeur, qui est vraiment très, très, très bien. Et donc, on ne va plus mettre de valeur aux formes. Même si on continue à les utiliser parce que ça peut être utile dans le relationnel, parce que plein de gens utilisent toujours un peu les mêmes formes, suivant les contextes dans lesquels on évolue. On a toujours un langage commun avec les personnes et on peut toujours un peu être obligé d'utiliser des formes, mais par contre, soit on n'y sera plus assujetti. Et c'est ça, neutraliser les formes, en fait. C'est ça. Ok. À un moment, il me semble que vous deux, autant l'un que l'autre, vous avez parlé de vos émotions, enfin, vous avez parlé d'émotions. Et moi, il me semble que effectivement, des émotions diverses et variées, eh bien, c'est un peu des freins pour exercer notre volonté. Parce que ça peut être comme émotion, tiens, je sais pas, la culpabilité par rapport aux autres. Euh, C'est-à-dire que, tiens, j'en sais rien, je décide d'être riche alors que je suis dans un milieu pauvre, mais il n'y a que moi qui serai riche et tous les autres, ils vont rester pauvres. Enfin, donc, voilà, c'est un exemple sur la culpabilité. Qu'est-ce qu'il peut y avoir ouais, sur la polarité bien-mal, par exemple? C'est, ah, tiens, si je fais ça, c'est mal. Ah, bah donc là, j'ai remarqué, là aussi, c'est encore la culpabilité. Euh, enfin, bon, après, enfin, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, parce que justement, c'est tant qu'on est, enfin, il y a le premier aspect qu'on a largement balayé dans l'émission, c'est la prise de conscience sur les programmations, les autorités, etc. D'accord. Par contre, euh, il n'empêche que on peut toujours être un peu ballotté par nos émotions, par notre corps émotionnel, et, et ben, ça fait qu'on ne sera pas à 100% sur notre projet, notre but. Donc, donc là, c'est je sais pas comment on peut dire ça. J'avais pris des notes là, oui. Alors, je crois que j'avais lu ça dans Bernard de Montréal. Il parlait de transmuter notre corps émotionnel. Je sais pas, enfin, qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? Oui, c'est ça. C'est observer, comme on parlait d'observation. Je parlais de ça au début. Observer le corps émotionnel, ça veut dire qu'on vit une émotion. Peu importe. Ce qui est important, c'est de ne pas se laisser embarquer dans de l'émotionnalité qui va à ce moment-là vous faire perdre complètement tout recul par rapport à ce qui se passe. Et puis, admettons que ce soit par exemple de la colère. Donc ça, j'avais ce problème-là il y a des années. J'avais vraiment vu un moment que la colère pouvait m'emmener vraiment beaucoup trop loin, jusqu'à peut-être tuer quelqu'un. Donc là, je dis stop, il faut que tu arrêtes, il faut que tu fasses quelque chose. Mais ça, c'est parce qu'on se laisse embarquer. Si on peut observer ça, ouais, ok, il y a cette pensée-là, il y a la bouffée de colère, et bon, puis elle nous appartient pas. Bon, eh ben, on arrive à pas contrôler, c'est toujours pas ce mot-là, ça c'est l'ego qui veut contrôler, bah, on l'observe en train d'essayer de faire quelque chose de ça qui va nous faire des problèmes. Non, 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 tu arrêtes ça, là, c'est bon. Là, je fais la différence, moi. De plus Oui, en plus. Ouais. c'est comme ce que disait Rachel il y a 2 minutes, là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui te faisait réagir, et après un certain nombre de choses, ou la prise de conscience, ou peut-être d'autres choses, eh bien, ça ne te fera plus réagir, il Ouais. me semble, hein. Rachel, je sais pas, je parle à ta place, là.
Oui, oui, il y a ça. Sur le corps émotionnel, il y a plein de choses à dire. Parce que le corps, quelque part, c'est presque une entité à part. Mm. Parce qu'on a. Et en fait, le corps, c'est l'entité primaire, en fait, de soi, enfin du moi plutôt. Et, et l'image du moi, c'est une projection du corps, c'est-à-dire du phénomène neuronal. Donc, donc, en fait, nous, on s'identifie à notre moi, alors que notre entité primordiale, individuelle, c'est le corps. Et le corps, il est plein d'engrammes, plein de mémoires qui sont transgénérationnelles, peut-être multidimensionnelles aussi, et qui sont aussi génétiques des parents et des grands-parents, etc. Mais tous ces engrammes-là, ça fait un historique du corps, en fait. Mm. C'est un Mm. historique du corps et on doit composer avec ça. Donc, en tant qu'entité, non pas extérieure au corps, mais intérieure au corps, le moi il est dans un espèce d'écran mental qui est synaptique. Et du coup, cette identité, enfin cette identification, parce que c'est pas une identité, cette identification que l'on a au personnage, qui s'est créée au fil des interactions, elle doit conscientiser que le corps, il a vraiment une grande importance parce qu'il le précède. C'est-à-dire le corps préexiste à l'image du moi, au personnage. Il est arrivé avant. Donc le personnage se doit quand même d'avoir un grand respect pour le corps et de l'écouter et d'être attentif à ses messages. Et surtout, quand on vit des saturations, le corps, il est très bavard, quoi. Il est très réactif, il va chauffer. Donc on va avoir ces émotions qui vont apparaître, qui vont créer même des somatisations quelquefois intenses. Moi, je sais que j'ai vécu des saturations avec des événementiels terribles où j'ai frôlé la crise cardiaque tellement j'étais en émotionnel. C'était terrible, la douleur dans le cœur, le bras gauche, tout le truc. Enfin, j'ai cru que j'allais me clamser, quoi. Donc, l'émotionnel, ça peut être super dangereux, quoi. Ça Mm. peut coûter la vie. Donc, si on n'est pas à l'écoute de son émotionnel, de son corps émotionnel, de son corps physique, qui est donc plein de mémoires, des mémoires de ce qu'on a vécu, mais toutes ces mémoires aussi transgénérationnelles qui peuvent aussi être engrammées dedans. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces mémoires, c'est comme des entités là, qui vivent à l'intérieur du corps et avec lesquelles il faut composer. Donc, quelquefois, il y en a une qui se réveille parce qu'elle est magnétisée quelque part par un événementiel. Donc, un événementiel vient créer une image qui va magnétiser une image mémorielle. Et du coup, comme elle est réactivée, il va se passer ce qu'on observe souvent, on va chauffer. C'est-à-dire que la température, elle va monter, le cœur, il va se mettre à battre, on va avoir le ventre qui se serre, qui a des crampes, enfin, on va transpirer, enfin, toutes sortes de phénomènes de chauffe. Et ça, en fait, c'est lié donc au phénomène de l'émotion, donc le mouvement de l'énergie. Donc tout ça, c'est des mouvements électriques de l'énergie et aussi électromagnétiques. Et ce qu'on peut observer, c'est que nos pensées, les pensées que l'on a face à l'événementiel qui est agressif, que ce soit une relation ou un événement, ça nous fait augmenter la vitesse de ce mouvement d'énergie. Et c'est ce qu'on appelle l'émotivité, sauf que c'est une émotivite, c'est-à-dire c'est une vitesse du mouvement de l'énergie. Et ça fait partie des lois de l'esprit, donc des mécanismes et des rouages de l'énergie, de sa circulation. Parce que l'esprit, c'est quand même le mouvement de l'énergie, donc il peut s'observer partout. L'esprit, on peut l'observer aussi en action dans l'émotion, puisque c'est le fait de l'esprit, l'émotion, puisque c'est un mouvement d'énergie. Et quand on tombe en émotivité, c'est-à-dire quand ça s'accélère, on peut clairement observer l'accélération par l'accélération des battements du cœur. Mm. Mais ça veut dire que si le cœur il accélère, il y a tout le corps qui accélère à tous les niveaux, au niveau cellule donc aussi, au niveau molécule aussi, et au niveau atomique aussi. Et au niveau atomique, ce qui accélère, c'est le nuage électronique autour du noyau, qui contient les mémoires subconscientes, du coup, qui sont engrammées dans le corps
au niveau du subconscient collectif comme du subconscient individuel, parce que ça cohabite dans l'atome. Et quand on conscientise ça, on essaie de, comme tout à l'heure, d'observer, de laisser faire. Et puis, du coup, moi, je sais quand, par exemple, j'ai eu cette espèce d'attaque-là, c'est un gros souvenir, quoi, ce truc-là. J'ai vraiment passé un sacré mauvais moment en me demandant si j'allais crever, quoi. Donc, je me suis dit, soit je continue à créer des pensées qui sont du type « je ne veux pas de cette situation », je refuse cette situation, alors qu'on ne peut jamais refuser les situations. Elles sont là, quoi. On peut gesticuler dans tous les sens, la situation sera toujours là, quoi. Donc, soit on fait le choix, c'est une question de choix, hein, on n'a pas beaucoup de liberté dans les programmes, mais on a quand même le choix de chauffer ou de pas chauffer. Et chauffer ou pas chauffer, ça vient des pensées. C'est-à-dire qu'on a des pensées qu'on capte, il y a des pensées qui viennent de nous et des pensées qui ne viennent pas de nous. Il y en a beaucoup qui ne viennent pas de nous. Et donc, quand on capte des pensées qui sont des habitudes de pensée, c'est-à-dire des schémas de conditionnement face à l'événement qu'on a observé ou qu'on a expérimenté soi-même, mais on a toujours un espèce de pattern qui va revenir à chaque fois qu'un événement se présente. On va toujours avoir un petit peu le même réactionnel, qui sera émotionnel. Donc, si on commence à conscientiser que les pensées qui nous viennent sont un peu une réminiscence de ce qu'on a déjà vécu ou de ce que d'autres ont vécu, on conscientise que ça ne nous appartient pas, en propre à l'instant T. Et à ce moment-là, on peut devenir créatif de nouvelles pensées qui vont être des pensées d'harmonie et donc qui sont correspondantes à la volonté réelle. Ok, donc là, c'est encore ce qu'on a dit au cours de l'émission, ce que vous avez dit tous les deux. Je redis avec mes mots pour voir si j'ai bien compris. C'est que c'est la prise de conscience sur, à chaque fois qu'on est embarqué émotionnellement sur le fait que, tiens, on est embarqué, c'est pas nous, c'est une influence de mémoire, bon, soit de notre mémoire, soit d'une mémoire qu'on nous souffle, et du fait de cette observation, petit à petit, on réagit de moins en moins et voire enfin, à minima. Et le fait de ne plus réagir émotivement, ça fait que, eh bien, on va pouvoir poser des actes plus lucides, des actes plus neutres, enfin plus lucides, qui correspondent à ce que nous, on voudrait. C'est si l'on avait un regard extérieur ou si c'était pas nous qui vivions la situation, eh bien, on dirait ce que cette personne a de mieux à faire dans cette situation, c'est ça. Et donc, en fait, il faut pouvoir se l'appliquer à soi-même, hein, si l'on peut. Mais là, je rebondis sur l'histoire du corps physique parce que il y a quand même enfin, parce que bon, un de ces jours, moi, je vais proposer une émission sur l'hygiène de vie. Voilà. Pas tout de suite, hein. Parce qu'il faut pas. Peut-être aux alentours de Noël, tu vois. Avant les repas de Noël. Enfin bon. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai constaté, c'est justement des influences de produits extérieurs sur la volonté. C'est que le sucre, par exemple, c'est si l'on en consomme, eh ben, on est plus amorti. C'est-à-dire que avant d'avoir consommé du sucre, eh ben, on a peut-être plein de bonnes idées, puis on va se dire, tiens, je vais faire ça, 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 ça et ça. Et puis voilà, on se mange des bonbons, on se mange de la glace, des boissons sucrées, gazeuses ou pas. Et puis après, oh, allez, je vais faire ça, puis après, je verrai bien. Et je l'ai constaté là sur d'autres, hein, bien sûr. C'est des. Alors, c'est pas systématique, mais il y a des gens, ils prennent des drogues, hein, mais des drogues juste. Enfin, les,
celles qui sont autorisées dans certains pays maintenant. C'est voilà, ils fument des trucs. Et puis, eh ben, c'est bon. Alors, on va faire ça. Ouais, demain, demain. C'est-à-dire qu'il y a quand même des produits qu'on se met dans le corps et qui agissent sur notre volonté, qui la réduisent. Voilà. Parce que, enfin, si vous voulez ajouter un mot sur le sujet ou pas, enfin, moi, je voulais dire ça. Non? Bon. Oui, il y a les bactéries aussi de l'estomac qui Ah, sont. Voilà. oui, de l'estomac et non, les bactéries, elles sont plutôt dans l'intestin. C'est-à-dire Oui. effectivement, oui, oui, voilà, alors là, effectivement, ouais, ouais, t'as Ça, raison. les bactéries, elles influencent beaucoup la pensée et l'émotionnel. C'est ça, c'est l'intestin, c'est le deuxième cerveau, il paraît. Mm. Voilà. Ok, mais t'as raison. J'ajouterais bien une petite chose à propos de l'identification, là. Oui. Comme quoi on a des fois des inspirations qui viennent qui sont assez claires. C'est qu'il y a déjà quelques temps, ça me ramenait devant un miroir, le miroir de la salle de bain. Jusqu'à ce que à un moment, je me sente, ça me faisait vivre un peu un mouvement d'énergie, comme si j'étais aspiré par le miroir. Et donc, petit à petit, j'ai réalisé que le reflet dans le miroir, c'est lui qui finissait par avoir barre sur le corps, comme tu as dit Rachel tout à l'heure. En fait, il y a un aller-retour comme ça, qui fait que on devient le reflet, et puis le corps, il récupère l'image, il réinterprète, et puis on redevient le reflet. Ça faisait une boucle. Je n'ai jamais vu ça avant. Je dis, mais c'est un foutu piège. Et donc, ça arrive jusqu'au moment où j'ai regardé ce miroir, j'ai regardé le reflet, et je dis, toi, tu vas fermer ta gueule, c'est pas toi le patron. C'est venu comme ça. Je me suis retrouvé une présence avec le corps, là. J'ai dit, non, non, ça, c'est un reflet, c'est une image, je sais pas ce que je suis. Et c'est pas toi qui commence. Et j'ai recommencé plusieurs fois à dire ça, puis petit à petit, ça se calme. C'est comme si l'autre, il abandonne l'histoire, il dit, non, moi, je vais pas réussir j'ai pu réussir à le dominer. C'est assez curieux, mais ça m'a aidé à me recentrer. Et ça, cette inspiration-là, je l'ai suivi. Je voyais que c'était correct. Et ça peut Ok, servir à quelqu'un d'autre. ok, donc sinon tu serais resté coincé devant ton miroir, c'est ça? Non, c'est pas ça. Tu es coincé dans une boucle où l'image de toi, c'est elle qui te domine. C'est-à-dire que tu as toujours cette image-là qui vient te dire des choses. En fait, tu es en train de nourrir ça tout le temps. Et tu n'es pas présent. Tu ne peux pas être présent quand c'est comme ça. Moi, je suis un. Ce que tu dis là, Edine, c'est vraiment fondamental parce que en fait, tu as vu l'illustration devant tes yeux, tu l'as constaté, Oui, du phénomène qui se passe entre le corps et l'image du moi. c'est ça. Ouais, complètement. Quand tu as parlé de ça, je dis, bah, voilà, c'est ça. Mm. Et on est tout le temps soumis à cette image du moi Mm. qui est comme un reflet qu'on voit dans la glace, qui est donc une pure illusion. Et du coup, c'est ça qui crée des pensées, qui les magnétise et qui ensuite crée de la somatisation et puis des comportements qui sont inappropriés avec le réel. Voilà, tout à fait. Ok. Il y a un autre point que je voulais aborder, là, on est bientôt à la fin, c'est la souffrance. C'est-à-dire que, voilà, Bernard de Montréal, il a dit, voilà, que, eh ben, plus vous souffrez, plus vous allez évoluer. Donc après, il y a une sorte de relation, c'est si j'y vais, je vais souffrir encore plus. Donc, si j'y vais donc vers le supramental, etc., etc., c'est-à-dire que les super idées que m'envoie l'esprit, que m'envoie le double, eh bien, si jamais je les mets en application, aïe, 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 qu'est-ce qui va me tomber dessus? Donc, donc l'histoire de la souffrance et puis de la peur, quoi. C'est-à-dire,
l'application de la volonté, bon, entre l'idée et la volonté, il y a la décision, hein. C'est-à-dire que, est-ce que je décide d'y aller ou pas? Est-ce que je décide de changer mes habitudes de vie ou pas? Est-ce que je décide, tiens, telle idée lumineuse sur le supramental, mais qui va me prendre mes nuits, mes week-ends, etc., j'y vais ou pas? Et qu'en plus, je vais m'en prendre plein la gueule. Je sais pas, qu'est-ce que vous en dites? Sur la souffrance, c'est un peu un sous-produit de la soumission. Et du coup, cette peur et ce doute qui est lié au mémoriel, aux choses qu'on a pu vivre, dans la souffrance et la soumission, quand on décompose les mots, France, ça vient de franchise. Donc, c'est l'absence de doute. Et donc, c'est en dessous. C'est-à-dire que l'absence de doute, la franchise, elle est en dessous la souffrance. Et dans la soumission, c'est pareil. C'est une mission qui est en dessous la soumission relationnelle. Et en fait, la mission, c'est une moitié de paix. Enfin, même pas, c'est même pas une moitié de paix, c'est le fait de mettre la paix en soi. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, le programme protonique, enfin le programme d'harmonie qui est caché sous la soumission du triangle de Karpman, c'est le fait de mettre la paix dans la relation. Et la souffrance, c'est pareil. C'est-à-dire que dans la souffrance, comme on dit, on a besoin de la souffrance pour comprendre qu'on n'a pas besoin de la souffrance. C'est-à-dire que derrière la souffrance, il y a un programme qui est la franchise, c'est-à-dire l'absence de doute, l'absence de peur. Et tant qu'on est coincé dans le programme de survie avec l'identification à l'image du moi, donc ce que tu disais, Edine, l'aller-retour entre l'image et le corps, en espèce de boucle temporelle, et bien tant qu'on est coincé dans cette boucle temporelle, on ne peut pas révéler ce qu'il y a en dessous de la souffrance, c'est-à-dire l'autorité, l'absence de peur. Ouais. Et pareil dans la relation, on ne peut pas révéler l'autorité aussi, qui est mettre la paix dans la relation, parce qu'on ne met la paix dans la relation que par l'autorité, en fait. C'est-à-dire, tant qu'on n'est pas droit dans ses bottes, la relation à l'autre, elle sera toujours du type bourreau-sauveur, victime, quoi. Donc, on ne peut pas être dans son centre tant qu'on est dans la soumission, tant qu'on n'est pas dans l'autorité. Ok, donc on reboucle sur la notion qu'on a vue en début, première moitié d'émission, l'autorité ou l'autonomie. C'est-à-dire, on lâche les autorités extérieures avec comment tu disais, Rachel, oui, enfin, par la parole, la visualisation, enfin, disons par la prise de conscience, et puis le fait que on n'ait plus de doute et on n'ait plus de peur, on en revient à la confiance dans la vie, la confiance dans notre programme, enfin, on va dire une formule qu'on voit souvent, là, c'est tout est bien dans le meilleur des mondes. Voilà. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui ne seraient pas trop d'accord avec cette formule. Hein, mais... Ouais, moi j'ai eu du mal quand à un certain moment de mon cheminement, j'ai lu le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Il y avait une phrase qui disait le monde est parfait tel qu'il est. Là, je suis tombée dans une colère, un truc de fou. Je dis, c'est quoi ce connard? Qu'est-ce qu'il me raconte? Où est-ce qu'il a vu qu'il y a un monde parfait là? Bon, en tout cas, il y a ontologiquement préexistant au programme de survie, qui sont des programmes qui répondent à l'entropie, donc c'est des programmes de négantropie. Il y a ontologiquement préexistant à ce programme-là, à ces programmes-là, un programme d'harmonie. Et ce programme d'harmonie, on le ressent parce que ce qui en témoigne, c'est qu'on a toujours besoin d'être dans la bienveillance ou de ressentir de la bienveillance, de la compassion, envie de communiquer avec les autres, on a envie d'être en paix. Et ça témoigne du programme d'harmonie. Et ce programme d'harmonie, c'est la volonté de l'esprit, c'est la volonté réelle.
Et quelque part, quand on est dans ces phases-là qui sont soumises au programme de survie, on ressent quand même sous-jacent, en dessous, cette envie d'harmonie. Et à un moment donné, il faudra qu'elle s'exprime, qu'elle s'exécute. Et elle s'exécutera seulement quand on arrivera par les intégrations et par désintégration à conscientiser l'autorité de soi, du réel, dans son identité avec l'esprit, ou le double, ou peu importe comment on l'appelle. Et plus on va rentrer là-dedans, plus on va l'intégrer, et plus on va vivre avec, plus on ressentira un bien-être et aussi une pertinence de ces informations dont tu parlais, Jean-Claude, que, en fait, à ce moment-là, moins il y aura de bruit qui est lié au programme de survie, donc qui va se manifester par les besoins de validation de l'image du moi, qui est donc, comme tu l'as dit, Edine, une pure illusion. Donc, ça va faire qu'on s'installera dans une espèce de silence mental qui ne sera pas non plus totalement exempt de bruit ou d'interférences mémorielles, mais il y en aura de moins en moins. Et comme ça fera de moins en moins de bruit, on pourra capter les idées de l'esprit qui sont pertinentes et efficientes dans la matière. Et là, on devient créatif. Et là, on peut exercer la volonté. Voilà, c'est ça. C'est que, en fait, on triche, c'est-à-dire que c'est l'esprit qui nous envoie les actions à mener les plus efficientes, c'est-à-dire celles qui auront le plus d'impact avec le moins d'énergie, la moindre dépense d'énergie. Oui. Alors, du coup, il y a un truc qui peut être intéressant. Je ne sais pas, j'essaierai de retrouver ces trucs-là. Il y a Jean-Pierre Garnier-Mallet qui développe pas mal la notion du contact avec le double pour recevoir des informations difficiles. Ah ben là, justement, lors de la saison précédente, on avait fait une émission sur le double, c'est une des premières, et c'est Christian qui nous avait parlé justement de Jean-Pierre Mallet-Garnier et de son livre sur le double. Donc on en a parlé à cette occasion. Voilà. Ouais. Oui, il y a vraiment des choses intéressantes dans ce qu'il déploie, même s'il a aujourd'hui un vocabulaire assez ésotérique et quelquefois un petit peu perché. Malgré tout, il est quand même rigoureux parce que c'est un scientifique, c'est un physicien. Donc, il s'appuie quand même sur des faits scientifiques, sur les lois de l'esprit, pour expliquer comment est-ce que le double nous envoie des informations et comment est-ce qu'on peut faire le tri pour discerner si ça vient du double ou du mémoriel. Oui, c'était un livre très pratique. Je l'avais lu à cette occasion. Okay. Bon, bah, écoutez, on a fait notre heure là. Donc, bah, merci à tous les deux. Et puis alors, bon, moi, il me semblait que la peur jouait un grand rôle comme frein à la volonté. Et c'est pour ça que la prochaine émission, ça va être sur la peur. Je ne sais plus comment je l'ai appelé. Enfin bon, bref, c'est sur la peur. Et parce que pour moi, c'était, il y avait un trait, il y avait une suite d'émissions, c'est-à-dire en 1, on voyait l'intelligence créative. En 2, c'est aujourd'hui, on voyait la volonté pour mettre en place cette intelligence créative. Et en 3, eh ben, c'est comment maîtriser sa peur. Parce que je focalisais là-dessus pour justement optimiser au maximum notre volonté, quoi. Bon. Bah, écoutez, merci beaucoup. Hein. C'était bien sympathique. Et voilà, vous revenez quand vous voulez. Hein, pour une prochaine fois. À bientôt. Ouais, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Ouais. Au revoir. Bonne soirée. Voilà, j'ai arrêté YouTube.